Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute reçu mon dernier mail où je vous annonçais que j'allais vous présenter une petite vidéo avec un diaporama. Alors premièrement et malheureusement, le diaporama ne sera pas possible parce que j'ai essayé de me filmer avec un diaporama derrière moi, enfin pas sur la bibliothèque mais sur un mur. Et malheureusement, comme vous voyez mon image à l'envers, je vous rappelle que pour moi, ma droite est ici alors qu'elle est à gauche sur l'écran, et de la même manière, le diaporama aurait été inversé, c'est-à-dire illisible. Donc je m'en excuse, et vous n'aurez que ma parole et mon visage, si ça ne vous déplaît pas trop. Alors, je vous rappelle que euh, cette pandémie nous a un peu laissé en suspens notre séminaire sur qu'est-ce qui fait d'un homme un homme, mais encore que toutes nos réflexions reviennent toujours dans le fond sur cette question fondamentale. Et j'avais donné deux petites réflexions. Je vous avais donné deux petites réflexions à propos de la pandémie. La première sur la perte ou sur le risque de perte de toute hiérarchie sociale, c'est-à-dire que sous prétexte démocratique, et c'est tant mieux, de la contestation de la valeur de certains agents de la société, comme le policier, l'homme politique, le médecin, le scientifique, tout ceci est tout à fait sain, la critique est saine, mais justement, à partir de cette contestation de la valeur de certains, et pourquoi pas, on pouvait aboutir à une contestation non plus de la valeur de ces personnes, mais du rôle qu'elles représentent. Et je crois que là, c'est une chose beaucoup plus grave, puisque si on conteste absolument le rôle du policier, ben, on ne l'écoute plus. Si on conteste absolument le rôle du médecin, on n'y croit plus. Le rôle du scientifique de même, ou le rôle du politique. Par exemple, on peut tout à fait, et c'est sain, critiquer la personne d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun problème là-dessus, tant que c'est avec respect, mais pour autant, ce serait plus embêtant de mettre à mal la fonction de président de la République, ou etc. Donc je crois que cette réflexion nous avait amené à dire attention, danger. La deuxième réflexion, c'était sur les rapports entre la médecine et la science, puisque, pour parler d'un chat à un chat avec l'affaire dite Raoult et de son traitement éventuel, il était question de contester la validité de la méthode scientifique et du coup la validité de la science en médecine. Comme s'il y avait un fossé entre la médecine qui soigne et la science qui étudie les objets, alors qu'on se rappelle que dans le petit texte que je vous avais donné, la méthode scientifique en médecine n'objective pas l'être humain, au contraire, elle ne s'intéresse qu'à des objets d'étude que sont les remèdes, les médicaments ou les interventions. Donc il fallait clarifier les choses pour ne pas laisser se répandre cette idée que la science n'a plus aucune valeur et que la médecine n'est absolument pas scientifique, ce qui serait une absurdité. Alors j'ai voulu maintenant envisager le troisième volet de cette petite aventure en posant la question, dans le fond, de l'extension du domaine de la médecine dans la société. Vous savez que le philosophe André Comte-Sponville a écrit plusieurs articles, dont un dernier assez intéressant, où il met en cause le primat de la santé comme un absolu dans une société démocratique qui est la nôtre. Il le conteste en disant j'ai bien le droit de ne pas vouloir être en bonne santé. Alors c'est un peu simple dit comme ça, et ça mérite évidemment beaucoup d'éclaircissement. Alors je crois que pour clarifier dans le fond cette supposée extension du domaine de la médecine dans la société, il faut revenir, je dirais, aux fondamentaux. Alors je prends ma télécommande de mon diaporama que j'ai sous le nez, mais vous ne le voyez pas. Et donc je dis que dans le fond, depuis les débuts de l'humanité, l'homme a toujours voulu se protéger devant la vulnérabilité naturelle d'un environnement plutôt hostile. Et ça l'a poussé évidemment à inventer des habitations, à inventer des habits, à s'habiller, à se mettre des chaussures, à se protéger à la fois de la rudesse de l'environnement dans lequel il vivait et de se protéger du froid, du chaud, de la pluie, etc. On peut parler ici de prévention. Je préviens les risques de l'environnement qui est le mien, moi être humain, en inventant, grâce au progrès de ma connaissance et de ma technique, beaucoup d'ustensiles, de maisons, d'habits, etc. Et puis il y a un autre volet, c'est une fois que les dommages sont arrivés, que je me suis blessé ou que je suis devenu malade, eh bien j'ai inventé la médecine.
Donc vous voyez qu'il y a une certaine séparation d'emblée, je dirais presque à l'origine, entre la prévention contre les risques naturels et la médecine qui commençait à soigner les dégâts causés par ces risques lorsqu'on ne les avait pas assez prévenus. Alors il y a des traces de médecine, il y a le crâne des grands Cos qui date d'environ 30 000 ans, où on voit bien que nos ancêtres avaient déjà réalisé des trépanations, et on connaît en Inde la prothèse de la jambe de la reine Vispala qui témoigne de progrès techniques. Alors évidemment, le deuxième volet à côté de la vulnérabilité de son environnement, c'est la faiblesse de sa condition. Je crois que l'être humain, et on le sait, on en a souvent parlé, a une espèce de blessure narcissique, comme disait Freud, du fait d'être le plus nu de tous les animaux. Et vous vous rappelez que dans le mythe de Prométhée et Épiméthée, vous vous rappelez qu'Épiméthée avait distribué toutes les qualités à tous les animaux et que lorsqu'est arrivé l'homme, il n'y avait plus rien. Donc l'homme est resté tout nu. Et pour venger cette faiblesse de la condition, Prométhée avait essayé de dérober le feu au dieu de l'Olympe et Zeus l'avait puni en lui faisant dévorer le foie éternellement par un aigle. Alors on voit bien que vouloir dépasser notre condition, dans le fond, du point de vue de la mythologie, ça pourrait être dangereux. Et est-ce que c'est de la médecine? Puisque dans le fond, le courant transhumaniste n'a comme volonté et comme esprit que de vouloir dépasser notre condition qui, pour lui, est d'une telle misère qu'il faudrait s'en débarrasser. Alors on ne va pas aborder le thème transhumaniste aujourd'hui et on va rester sur la médecine elle-même, qui est là pour soigner les risques, les dommages qu'ont créés soit les maladies, soit les traumatismes. Alors les progrès techniques ont été prodigieux et c'est tant mieux. La science, la connaissance scientifique qui entraîne une amélioration des technologies, des techniques, eh bien évidemment nous a permis par exemple d'avoir des lunettes, par exemple d'avoir des dents en meilleur état, voire des implants dentaires, par exemple d'avoir pour les paralysés des fauteuils qui étaient auparavant relativement sommaires et qui maintenant sont très développés, etc., jusqu'aux arthroplasties, aux prothèses de hanches ou de genoux, ou tas d'autres prothèses, les chirurgies cardiaques, etc., etc. Alors, tant qu'il y a amélioration, réparation des dégâts liés à une dérive de la nature, on pourrait dire que c'est tant mieux. Le problème toujours se pose lorsque de la réparation, on voudrait arriver à une transformation, d'où la parenthèse des transhumanistes. On voit que la médecine est toujours sur une frontière entre je soigne et je répare, où je transforme et je modifie éventuellement la condition de l'homme. Et peut-être que l'extramédicalité, comme disait un philosophe allemand qui s'intéressait à la médecine, von Weizsäcker, il a fait un livre qui s'appelait La pathosophie, pour réunir pathologie et philosophie. L'extramédicalité, c'est peut-être lorsque la médecine se mêle de ce qui n'est pas de son ressort. Alors on avait souvent évoqué la frontière sur laquelle se situent nos amis chirurgiens dits plasticiens, qui ont d'ailleurs horreur d'être appelés chirurgiens dits esthétiques, puisque à partir de quand modifier dans le fond l'apparence, le physique, etc. d'un être humain, c'est lui rendre service, ou au contraire être soumis à un désir qui peut-être n'est pas toujours fondé. Je mets beaucoup de guillemets et beaucoup de parenthèses, puisqu'évidemment, ce n'est pas à moi de juger ce qui est bien ou mal. Mais indiscutablement, il y a une limite. Mais de la même manière, en chirurgie orthopédique, il y a aussi une limite. La chirurgie orthopédique que j'ai pratiquée, à partir de quand et jusqu'où, sous prétexte que la technique peut le permettre, je peux envisager de réaliser un acte chirurgical qui, on va le voir, est toujours agressif chez une personne qui peut-être n'en a pas médicalement absolument besoin. Un petit hallux valgus, vous savez, un petit oignon sur le pied, ou quelqu'un qui veut continuer de faire de l'alpinisme avec une hanche légèrement abîmée, mais qui ne supporte pas la légère douleur occasionnée ou la légère limitation de mouvement. Est-il raisonnable, est-il bien d'envisager d'emblée une arthroplastie, etc., etc. Alors, dans le fond, pour clarifier tout ça, je crois qu'il faut faire un petit survol de l'histoire de la médecine. Alors, dans ce survol de l'histoire de la médecine, il faut se rappeler que la médecine a toujours été liée, dans le fond, à la mythologie. Alors, on se rappelle que le dieu de la médecine des Grecs et des Romains, c'était Esculapos ou Esculape, pour les Grecs et les Romains.
Et Esculape, c'était le fils d'Apollon, bien entendu, et qui avait des rapports compliqués avec le centaure Chiron, mais je ne vais pas rentrer dans des détails, simplement pour dire que Esculape, on lui avait donné le sang de la Méduse, et dans le sang de la Méduse, il y avait 2 fioles, une qui pouvait ressusciter les morts et une qui pouvait soigner les vivants. Alors évidemment, Esculape a voulu s'occuper de ressusciter des morts, donc à rentrer dans l'extra-médicalité, dans le domaine qui n'est pas le domaine de la médecine. Aujourd'hui, on dirait le transhumanisme. Et Zeus, évidemment, l'a foudroyé, parce que ça ne se passe pas comme ça si on veut modifier la condition humaine. Mais c'est de la mythologie. Le message de cette mythologie à propos du sang de la Méduse, c'est que dans le fond, le remède, le pharmacon des Grecs, peut être en même temps un remède et un poison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun remède qui ne soit pas dangereux. Vous savez que si je prends des anticoagulants et que j'en ai pas besoin, je peux mourir. Si je prends des hormones thyroïdiennes sans être insuffisant thyroïdien, je peux mourir, etc., etc. Et à propos du Covid, le débat dans le fond sur des traitements, citons-les hydroxychloroquine et azithromycine, c'est pas tellement un débat de savoir est-ce que ça marche ou pas, c'est de se dire s'il n'y a pas la preuve que ça marche, ben, il n'en reste que le danger. Serait-il tout petit? Y aurait-il qu'un seul mort, que c'est un mort de trop, si le médicament n'a pas prouvé son efficacité? Et je crois que c'est ça la médecine, c'est de manipuler des choses dangereuses, mais en étant le plus certain de leur efficacité. Si je suis certain que ça ne sert à rien, il faut arrêter. On va le voir, c'est dans le fond la question de l'obstination déraisonnable. Alors, est-ce que cette relation mythologique et magico-religieuse de la médecine au début existe toujours? Eh bien, évidemment. La santé en espagnol se dit salud. Salud comme le salut. La santé, c'est le salut, dans le fond, chrétien, judéo-chrétien. Avec la santé, ben, je me rapproche de Dieu. Donc il y a une relation, évidemment, magico-religieuse. Lors de la soutenance de sa thèse, le jeune médecin aujourd'hui continue de jurer sur Apollon, Panacée et Hygie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une connotation mythologique, religieuse autour de la médecine. Et il n'y a qu'à voir aussi les effets placebo et nocebo qui sont au-delà de leur pure manifestation psychique, puisque dans le fond, ben, il y a un peu de... ça n'est pas tout à fait rationnel. D'accepter un traitement qui vous soulage alors que c'est de l'eau distillée, par exemple, si on ne le dit pas aux patients, eh bien c'est étonnant. Ça ne correspond pas aux critères scientifiques et pourtant, ça marche assez souvent. Vous savez que la manière de donner un traitement est souvent aussi importante que le traitement qu'on donne. Je vous rappelle, je crois vous l'avoir dit, qu'il y avait une étude sur des enseignants où on disait à un groupe d'enseignants que certains élèves n'étaient pas très doués et que d'autres étaient doués, et l'enseignant à qui on s'adressait considérait que seuls les enfants doués qui avaient un grand QI pouvaient arriver à quelque chose. On lui fait faire un test sans lui dire évidemment qui sont les enfants doués et les enfants pas doués. Il en conclut, puisqu'on le trompe, que effectivement les enfants pas doués ont toujours des mauvais résultats, les enfants doués ont de bons résultats. Sauf qu'on avait biaisé les choses et on lui avait fait croire que ceux qu'il prenait pour des pas doués étaient en fait doués, etc. C'est-à-dire que la manière dont je donne une information, un traitement ou une relation humaine est aussi importante que le contenu. Je vous rappelle que Lévinas avait écrit, que bien souvent le dit est plus important que le dire. Et dans le fond, on le voit à l'école, par exemple. Vous adorez une matière uniquement et les 3/4 du temps sous prétexte que l'enseignant, le pédagogue, a établi avec vous une relation de confiance, etc. Donc on voit que les relations dites magico-religieuses n'ont pas disparu, d'autant que qui sait qui, sans fumer a un cancer du poumon, ne dirait pas « et pourquoi moi ?» Comme s'il y avait une raison mystérieuse, etc. Et on voit bien dans la Covid, comme d'ailleurs dans le sida, qui était, comme le disait Jacqueline Vons, peut-être une manifestation d'une punition divine sur des déviances sexuelles, ce qui était tout à fait absurde, mais ce qui a été véhiculé. Et on voit très bien que dans le Covid, dans le fond, ce serait une vengeance de la nature que nous aurions maltraité.
il y a toujours du magico-religieux.